Il y a une théorie que j'aime bien qui est la symétrie des attentions. C'est-à-dire que si tu tiens à ton client, tu vas le chouchouter. Et donc, chouchoute tes vendeurs. Parce qu'un vendeur qui se sentira considéré, chouchouté par sa maison, chouchoutera également son client. Donc, si on a cette double vision vendeur-client, c'est ce qui va permettre de faciliter, de capitaliser aussi sur cette façon-là. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Nicolas Rebet, qui est le fondateur de Retailoscope. Salut Nicolas, ça va ? Bien, merci. Merci pour ton invitation. Eh bien écoute, très heureux de te recevoir. Ce sera un épisode retail aujourd'hui, expérience client en boutique, puisque tu as une superbe expérience. Ton cabinet s'appelle Retailoscope. C'est un cabinet de conseil en stratégie, en expérience client en boutique, dans les secteurs de la mode, du luxe et de la beauté. Et tu te définis aussi comme critique retail. Oui. Ça existe. Ça existe. Il y en a un en France. Bah, c'est moi. C'est toi. Oui, en fait, j'aime bien, quand je parcours les boutiques et nombreuses, à la fois donner une critique constructive aux marques pour lesquelles je travaille, pour lesquelles je ne travaille pas aussi, mais surtout, c'est pour aller dénicher partout dans le monde des boutiques qui sont innovantes, et c'est aussi la genèse de Retailoscope. C'est comme ça que j'ai commencé, pour aller expliquer sur Instagram d'abord, puis LinkedIn, pourquoi certaines boutiques étaient plus intéressantes que d'autres d'un point de vue design, d'un point de vue expérience, d'un point de vue innovant. Et donc aujourd'hui, ça fait quasiment plus de 300 boutiques qui ont été analysées depuis 3 ans sur Retailoscope. Formidable, Retailoscope qu'on retrouve en ligne évidemment et sur Instagram. Je vous invite à tout de suite aller ouvrir ton compte Insta Retailoscope, puisqu'on va dans cet épisode parler de plusieurs boutiques dont les photos sont sur tes posts. Ça permettra de suivre plus facilement. Tu interviens assez souvent chez mes chers confrères Adrien et Laetitia de Le Café de l'e-commerce, que je vous invite, chers auditeurs, si vous ne l'écoutez pas encore, à écouter, qui est plus proche d'une revue de presse d'actualité et de discussion sur des tendances très actuelles. Super podcast où tu interviens tous les 2-3 mois, tu me disais. Oui, régulièrement, on prend un café avec Laetitia et Adrien, et je leur présente une boutique omnicanal où il y a du digital aussi présent dans le magasin. Formidable. Pourquoi je te reçois aujourd'hui ? Alors, pour plein de raisons déjà, parce que vous le savez, chers auditrices, chers auditeurs, si vous écoutez assidûment Le Panier, que les sujets d'omnicanalité sont une évidence maintenant pour tout le monde, que Retail's Not Dead. J'étais aux galeries ce week-end, c'était hallucinant, il y avait 1 million de personnes et des expériences assez habituelles, mais quand même chaque marque essaye d'innover. Retail's Not Dead, et je pense foncièrement que, on l'a vu au cours de ces 2-3 dernières années du Panier avec tous ces épisodes enregistrés, que le retail apporte toujours aux pure players un push, alors de notoriété, d'expérience, de validation, de légitimité dans certains cas. Donc mon objectif aujourd'hui pour vous, chers auditrices, chers auditeurs, c'est de comprendre, découvrir les bonnes pratiques et les inspirations si vous vous lancez en retail, que ce soit une boutique éphémère ou avec vos boutiques ou en wholesale, ou si vous y êtes déjà et que vous souhaitez progresser. On va faire plusieurs choses. On va d'abord parler des tendances et des immanquables actuellement, que vous les ayez bien en tête. On prendra l'exemple de quelques boutiques. Teasing, on va parler de Swatch à Paris, de Shu Uemura, qui est une super boutique et qui on va parler de genre. Oui, aussi. À ce moment-là. Et on va parler d'Audemars Piguet, qui ouvre les AP House. House. Audemars Piguet, AP Houses. Un concept intéressant dans un secteur où la rareté est
C'est un fondamental du secteur. Un fondamental du secteur. Donc, comment est-ce qu'on ouvre des boutiques quand on n'a plus de montres à vendre ? Exactement. De montres à vendre, pardon. Écoute, et on ouvrira, sur les tendances du futur. Qu'est-ce qu'on va voir demain dans le mix d'omnicanalité, le mix distribution. On va parler de Web3, on va parler de boutiques virtuelles et de leur lien avec le physique et des expériences repensées. Ça nous fait tout un programme. Il est riche. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots que les auditeurs... Oui, donc Nicolas Robet, je suis fondateur de Retailoscope. J'ai créé Retailoscope il y a 3 ans maintenant, d'abord comme un média, parce que j'ai une particularité, c'est-à-dire que je suis 4e génération de commerçant, donc j'ai vraiment un ADN de commerçant bien ancré en moi. J'ai travaillé notamment au Printemps Haussmann, donc pour avoir une vraie dimension mode, luxe, beauté sur le retail. Et ensuite, puisque j'étais passionné de magasins, je voulais mettre en avant ces boutiques, d'abord à Paris, puis à l'international, où le client va retrouver quelque chose de différent et pourquoi, justement, cette boutique-là va apporter quelque chose de différent. Donc, à force de travail et d'avoir analysé des boutiques, j'ai aiguisé mon œil et mon regard critique grâce à ces différentes expériences. Et donc, c'est pour ça que je me suis défini aussi comme critique retail aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'accompagne aujourd'hui des grandes maisons sur le secteur du luxe, de la beauté et un petit peu moins de la mode pour l'instant, mais à venir, sur l'innovation, le futur de ce qu'ils peuvent avoir en magasin, les expériences qu'ils vont faire pour leurs clients, mais aussi les inspirer avec l'air du temps. C'est quelque chose qui, moi, est extrêmement important dans mon quotidien, m'inspirer de ce qui se passe actuellement, des tendances, pour en faire une synthèse et leur dire, voilà les directions dans lesquelles vous devez réfléchir. Donc, c'est aussi à la fois de la créativité d'une certaine façon, parce qu'on va regrouper un ensemble d'insights qui vont être très, très différents pour les transformer et en donner des axes à valeur ajoutée pour les maisons. Formidable. 4e génération de commerçants ? Oui. Alors, je ne suis pas tout à fait commerçant moi-même, mais en tout cas, voilà. Dans quel domaine ? Alors, côté paternel, on était sur du petit commerce alimentaire, notamment tout ce qui est fromage, et ma grand-mère était dans la prêt-à-porter, donc maternelle, donc comme ça, au moins, j'ai une vraie gène de commerçant en moi. Fou des modes. Ouais, exactement. Fou des modes. Et tu conseilles beaucoup de marques ? Oui, alors sur la mode plus que le food, mais en tout cas, voilà, je me suis spécialisé parce qu'en fait, j'ai commencé, donc comme je disais tout à l'heure, au Printemps Haussmann, et ça a drivé toute ma vision. J'ai quasiment passé 5 ans, et ensuite j'ai continué sur ces secteurs-là principalement. Donc c'est aussi un secteur qui, moi, me passionne à titre individuel. Donc j'ai vraiment voulu continuer sur ces marques-là. Cool. L'objectif, comme je le disais aujourd'hui, c'est de bien comprendre les bonnes pratiques, les inspirations, si je me lance ou si je veux progresser en retail physique. Et pour ça, j'aimerais comprendre les tendances, les immanquables qu'il faut avoir en tête, une sorte de checklist pour offrir la meilleure expérience client en boutique ou le mix boutique online, évidemment pour maximiser alors mes ventes, bien sûr, parce que je suis assez pragmatique, mais peut-être aussi l'impact que je vais laisser dans la tête de mes consommateurs. La checklist, si tu veux, une checklist, elle est relativement longue, mais on va essayer de synthétiser et faire court. Moi, un de mes principaux chevals de bataille aujourd'hui, c'est le vendeur. Pourquoi ? Parce que déjà, je l'ai été, donc je sais ce qu'un vendeur a besoin dans son quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime bien avoir cette vision de advisor-centric. Parce que beaucoup de marques ont décidé d'être client-centric depuis quelques années. Sauf qu'à un moment, puisqu'on est particulièrement en boutique, il faut que le vendeur soit à l'aise pour présenter le produit, la maison, le storytelling de la marque, et ainsi de suite à son client. Et il y a un prisme différent, c'est-à-dire que le client, puisque lui-même est omnicanal, s'est déjà renseigné, on sait qu'à peu près 78% des parcours clients commencent sur le digital aujourd'hui. Combien, pardon ? 78%. On est entre 70, 80, ça dépend les secteurs, mais en tout cas, au-delà de 70% quasiment sur tous les secteurs, mode luxe beauté. Et donc le client connaît les produits avant même d'aller en boutique.
Cependant, le vendeur a la nécessité de connaître l'intégralité du catalogue, ce qu'il est impossible, évidemment. Plus en plus, on est dans des secteurs qui ont de la technologie, de la technicité, et donc, si je prends l'horlogerie, on doit connaître le mouvement, on doit connaître toutes les caractéristiques du modèle. C'est impossible pour le vendeur de tout avoir en tête. Donc, il faut apporter à son vendeur l'intégralité des outils qui lui permettront de répondre au client de la façon la plus facile possible pour que lui-même puisse transmettre ce lien. Je trouve que le vendeur est un vrai transmetteur d'informations parce qu'il y a des centaines de personnes qui ont travaillé derrière lui, sauf que c'est lui qui représente la maison face au client. Et si lui-même n'est pas en mesure de transmettre correctement le travail de centaines de personnes derrière lui, le lien entre le client et la maison peut être faussé, peut être même annulé dans le cadre où le client passerait un mauvais moment en boutique. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ces vendeurs, il faut les former, il faut leur montrer également ce qui se passe à l'extérieur de leur propre boutique, parce que c'est bien de savoir ce qui se passe chez soi, mais on a forcément des concurrents sur le marché qui, eux aussi, ont des innovations, ont des trainings, ont des nouveaux produits. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a un rôle aussi, et ça, je l'ai été, donc c'est pour ça que j'en parle, mais ce management de proximité garde aujourd'hui tout son sens, parce que c'est avant tout des directeurs de boutique qui vont transmettre aussi ce lien pour faire aimer la boutique. Le métier de vendeur est un métier à part entière qui a besoin d'avoir des compétences spécifiques et il faut aimer l'autre, aimer son client pour être vendeur parce qu'on va avant tout lui transmettre une passion pour un produit, une passion pour une marque, une passion pour son secteur. Et si le client ne le sent pas, le client va passer un mauvais moment. Non, c'est génial, plein de choses. Advisor-centric, en gros, oui, c'est l'ombrelle de ce qu'on est en train de se dire, et le vendeur est le lien principal. J'aime bien cette approche. Il représente les centaines de personnes, milliers de personnes qui ont travaillé avant lui jusqu'à ce que ce client mette un pied dans la boutique. C'est capital. C'est capital, parce qu'on peut avoir des centaines de personnes qui travaillent extrêmement bien et qui propose le meilleur produit, qui propose des choses extrêmement innovantes. Sauf que si le client qui vient en boutique est mal reçu ou n'est pas considéré, ou tout ce qui peut se passer, et je ne dis pas que c'est la majorité du temps, mais malheureusement ça arrive encore trop souvent, et bien les centaines de personnes ont travaillé pour rien. Ouais. Voilà. Et ça repose, cette importance capitale de cette relation-là, aujourd'hui, doit être mise en avant de façon vraiment importante. Le vendeur doit avoir des outils, doit être formé, on doit lui ouvrir les chakras avec du benchmark, et avant tout ça, il faut le recruter. C'est un enjeu, tous ces efforts pour des vendeurs qui, potentiellement, un métier sur lequel il doit potentiellement y avoir pas mal de turnover. Ça dépend des marques, parce que oui, il y a certaines marques qui, évidemment, subissent malgré tout un turnover assez important, même dans le luxe, de toute façon. On sait que parfois, la maison d'à côté paye un petit peu plus que sa propre maison, donc le transfert est relativement facile. Mais justement, moi, il y a une théorie que j'aime bien, qui est la symétrie des attentions. C'est-à-dire que si tu tiens à ton client, tu vas le chouchouter, et donc chouchoute tes vendeurs. Parce qu'un vendeur qui se sentira considéré, chouchouté par sa maison, déjà chouchoutera également son client. Donc, si on a cette double vision vendeur-client, alors non pas que ton vendeur est un client interne de la maison, mais presque d'une certaine façon, c'est ce qui va permettre de faciliter, de capitaliser aussi sur cette façon-là. Maintenant, le turnover, oui, est malgré tout important dans certains secteurs, et c'est là où l'enjeu de la formation est clé. J'y reviendrai tout à l'heure parce que je voulais le donner en exemple aussi, mais c'est génial, c'est un sujet que j'ai abordé avec Romain Rouleau, qui est en gros directeur marketing, digital et expérience utilisateur de Kingfisher. Kingfisher, c'est Castorama. Et on a abordé ce sujet de l'asymétrie. Plus loin, symétrie. La symétrie des attentions. Et il disait un collaborateur heureux rendra son client final heureux. C'est aussi simple que ça. Je voulais aussi parler de Romain tout à l'heure, quand tu parlais de formation.
Casto a fait un truc assez incroyable et c'est un super épisode, je vous invite à l'écouter. J'ai pas le numéro en tête, mais vous tapez Kingfisher ou Castorama et Le Panier, vous trouverez. Ils sont passés en full digital, ils ont fermé toutes leurs boutiques le 10 ou 17 mars, je sais plus, 2020, et en l'espace de 15 jours, 3 semaines, ils sont passés en full digital avec du click and collect, et ils ont dû former, alors je veux pas dire de bêtises, mais de mémoire, je crois que c'est 25 000 vendeurs ou personnes en boutique à marche forcée sur comment aborder ce nouveau chapitre de leur expérience. Sur la formation, alors moi j'aime bien le secteur du luxe, pas parce que j'aime bien tout ce qui brille, mais parce que je trouve qu'il y a des codes d'excellence, de storytelling qui sont assez uniques et exceptionnels. J'étais toujours fasciné, alors c'est un hasard, mais quand je vivais à New York, j'étais en coloc, mon meilleur pote, j'étais en coloc avec lui, bossait chez Cartier, et du coup tous mes potes étaient ils sont toujours d'ailleurs chez Richemont. Le côté lavage de cerveau, j'en viens jusque là, mais non, formation sur l'histoire de la marque. Alors c'est facile quand tu le fais avec des cadres qui sont dans des bureaux. En boutique, quelle bonne pratique mettre en place? Alors, c'est facile pour des cadres, oui, et c'est parfois même encore, je trouve, plus simple en boutique. Parce qu'en boutique, tu as les produits devant toi. Et toute la journée, tu vois des produits exceptionnels, tu vois des pièces qui ont nécessité X centaines d'heures parfois de travail. Et donc, tu matérialises beaucoup plus facilement la qualité, l'expertise, l'excellence de ta maison. Parce que tu as la boutique, évidemment, tu as l'enveloppe qui était elle-même exceptionnelle. Tu parles de Cartier, États-Unis. Ils ont rouvert début septembre leur flagship emblématique de New York, sur lequel ils ont complètement refait le mansion de Cartier. Et donc, pareil, je vous invite à aller regarder sur eTelescope parce que je l'ai publié il y a quelques jours. Mais en fait, c'est pour ça que non, c'est assez facile finalement. Si déjà le vendeur aime son produit, aime sa maison, il va le matérialiser beaucoup plus facilement. Cependant, je suis d'accord avec toi qu'il est difficile de maintenir cela. Et donc, le digital permet de maintenir à flot les vendeurs sur les nouveautés, sur cet ADN de la maison de façon beaucoup plus simple. Ils ont quasiment tous aujourd'hui un smartphone en point de vente. Alors c'est drôle parce que le smartphone il y a 10 ans c'était ce qu'on bannissait tous des surfaces de vente, et aujourd'hui ils en ont tous un parce qu'on trouve ça génial. Mais en tout cas aujourd'hui c'est le cas. Donc on peut leur pousser extrêmement facilement du contenu. Le snackable content que certaines marques me demandent aujourd'hui en formation, pour que tous les matins pendant 3 minutes les vendeurs découvrent un sujet ou une expérience retail, ou moi je leur fournis des exemples retail, mais en tout cas c'est valable pour quel que soit le sujet, pour former. Et en fait ce sont des petites doses tous les matins tu prends ta petite pilule d'ouverture sur le monde, d'ouverture sur la maison, pour te remémorer les grandes choses qu'a fait la maison. Quel type de médias tu vois utilisés par les marques pour former ou transmettre de l'information à leurs vendeurs? Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui qui apparaissent, parce qu'en fait la vidéo a ce pouvoir de dire énormément de choses finalement en 3 minutes, plus qu'un article, plus qu'un livre, plus quelque chose de relativement long qu'on va avoir sur du e-learning, de plateforme. Donc, et il va y avoir un côté appétence. On est tous plus ou moins addicts aux réseaux sociaux, mais maintenant c'est quand même tellement ancré dans la société que les marques en fait s'adaptent et créent des contenus de formation qui va ressembler un petit peu à ce qu'on voit sur des réseaux sociaux. Cool. C'est un sujet qu'on aborde chez Cosa Vostra, chez certains de nos clients. Je fourche ce matin, désolé, chers auditrices, chers auditeurs. Nous, on a pris l'angle du podcast interne. Alors, on fait ça avec, je peux le dire, avec Google sur une de leurs lignes produits. Comment former les vendeurs et les ambassadeurs, alors via des petits épisodes de podcast. On le fait aussi pour une marque de luxe que je peux pas citer là. Mais avec cette même approche. Mais c'est un sujet hyper intéressant, et on essaye de mixer aussi sur la partie top-down, j'envoie de l'information, avec de l'interactif et du jeu. Une fois de plus, c'est beaucoup plus sympa d'écouter ou de regarder une vidéo que de répondre à un questionnaire un QCM pour savoir si tu as juste. Mais un enjeu important. Donc, chères auditrices, chers auditeurs, choisissez bien vos vendeurs, évidemment. Est-ce que dans les critères de recrutement, un bon storyteller, c'est important? Oui, en fait, la définition en ce moment du vendeur est en train de changer, et j'aime des gens passionnés,
J'aime des gens qui, quel que soit le secteur d'ailleurs, hein, il y a toujours des passionnés de mode, il y a toujours des passionnés de sport, il y a toujours des passionnés de technologie, il y a toujours... Donc prenons déjà quelqu'un qui aime naturellement le produit, ou en tout cas le secteur, ça semble aller de soi, mais ce n'est pas le cas forcément dans tous les secteurs. Et puis on voit aussi un rôle du vendeur qui passe par de l'influence, par de l'existence en tant que personne lui-même sur les réseaux. Et les positions des marques est aujourd'hui assez différentes parce que certaines l'acceptent, certaines ne l'acceptent pas. Et c'est très compliqué, hein. Le sujet aujourd'hui est clé parce qu'on voit l'influence des réseaux sociaux sur les ventes d'une façon ou d'une autre. L'influence en général, quasiment toutes les marques aujourd'hui y recourent. Mais est-ce que finalement ton vendeur n'est pas ton premier influenceur de marque ? Sauf que ton vendeur est capable de faire des photos de produits dans ta boutique, mais c'est pas forcément charté. Donc moi j'en suis pas mal, hein, des vendeurs sur Instagram qui prennent des produits de la marque, se mettent eux-mêmes en scène. Bon. Et la question se pose, est-ce que j'accepte parce que en tant que marque, hein, je ne maîtrise pas tout à fait les codes et les photos, et est-ce que c'est pas charté comme j'aimerais ? Oui, mais ça fait de l'audience. Ou au contraire, je décide que on ne met pas en valeur sa marque de cette façon-là. Mais malgré tout, il y a des exemples qui marchent. Et moi, j'aime bien aux États-Unis une marque qui s'appelle une plateforme TV Prod, non. On y reviendra si on la trouve. Je vais Google en parallèle. En tout cas, j'ai une plateforme aux États-Unis qui aide les vendeurs de Macy's à être des vendeurs sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que... ça leur donne les codes, il y a quoi ? Il y a la charte, il y a les assets, Ça leur donne surtout un lien de vente. Parce qu'en fait, à travers leur propre contenu sur les réseaux sociaux, ils vont être capables, le client va cliquer sur le lien, donc qui va ramener sur la page e-commerce, sauf que la plateforme est capable de lier entre ce vendeur influenceur qui a réalisé telle vente. C'est de l'attribution, de l'affiliation pour les vendeurs. C'est Octoly en interne, quoi. Exactement. Mais c'est une nouvelle façon de vendre. Ouais. Et en plus, quand tu as vu le vendeur qui met en avant sa technicité de la crème, de quel que soit le produit, tu comprends que le vendeur déjà est un spécialiste, tu l'as suivi, donc derrière, si tu le retrouves dans tel point de vente, tu vas discuter avec lui, tu dis « Ok, je suis quasiment persuadé que cette personne-là va me vendre le meilleur produit parce qu'il est expert. » Donc je gagne parce qu'à la limite, je peux vendre en e-commerce entre un vendeur physique et mon site, et je gagne encore plus en boutique quand le client vient voir son vendeur. Macy's, alors, pas des centres commerciaux, comment on appelle ça, grands magasins. Des grands magasins. Aux États-Unis, il y a, je crois, 500 points de vente. Je suis en train de voir 25 milliards de GMV en 2017, donc ça a dû changer depuis. Et 130 000 employés. C'est très malin, j'avais pas ça en tête. Comment transformer les 130 000... Alors, il n'y en a pas 130 000 qui sont en boutique, mais admettons qu'il y en ait, je sais pas, un quart, ça fait 65, ça fait 30 000. 30 000 ambassadeurs à domicile. Oui. C'était énorme. C'était énorme. Bah donc, oui. La plateforme s'appelle TV Page. TV Page, merci. TV Page, et ça se trouve tvpage.com, The Influencer Marketing Platform for E-Commerce, qu'on peut utiliser du coup en interne. Bon, le vendeur, c'est le premier influenceur de ta marque. C'est formidable. J'ai vu Zendaya sur un abribus ou je sais pas quel autre égérie pour un parfum. Je rentre dans une boutique et là, je tombe sur quelqu'un. Comment éviter la rupture d'expérience, de rêve, d'inspiration à ce moment-là, c'est ça. C'est complètement ça. Et en plus, les DNVB ou les marques qui se lancent sur leur première boutique ont besoin d'avoir des vendeurs qui sont passionnés. Parce que si eux-mêmes ne sont pas les premiers porteurs du sens de la boutique, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, c'est encore plus vrai quand ce sont pour moi, petites marques qui se lancent pour attirer. Et puisqu'elles ont une ADN de toute façon liée au digital, liée aux réseaux sociaux, le lien est complètement fait. Et là aussi, on est sur une certaine forme d'omnicanalité marketing. Hyper intéressant. Alors, ça marche bien en retail. Quand je maîtrise mes boutiques. Et mon exemple, alors j'ai dit Zendaya, mais totalement au hasard, mais du coup, ça me permet d'illustrer la suite. Zendaya est donc l'égérie de Idol de Lancôme. Le Lancôme, je vais le trouver dans un
j'imagine, chez Sephora. Donc que Lancôme, c'est L'Oréal, que L'Oréal ne maîtrise pas. Sephora, ça appartient à LVMH. Oui. La formation des vendeurs en wholesale, est-ce qu'il y a un moyen de la maîtriser ? Oui, ça c'est un canal que les marques maîtrisent bien parce que c'est un canal ancien. Juste pour préciser, parce que c'est pas toujours forcément connu, vous avez deux types de vendeurs. Vous avez les vendeurs qui sont liés à la boutique et vous avez les vendeurs de marque, notamment sur des grands points de vente, comme en grand magasin finalement. Oui, au printemps ou aux galeries, il y a les boutiques. Voilà, alors sur des très très grands magasins, généralement ce sont des vendeurs de marque, donc qui rentrent dans le spectre de la marque au niveau de la formation. Sauf que sur des boutiques multimarques, quel que soit le multimarque d'ailleurs, il faut que la marque pousse du contenu régulièrement et des visites de son ambassadeur de marque pour que justement il puisse transmettre aux vendeurs qui sont de la matière, du contenu et la capacité de faire rêver le client même si tu es vendeur de marque. Advisor Centric, c'est ton premier point. On parle du vendeur, on a parlé de la formation, du recrutement, du benchmark, de l'asymétrie, symétrie des attentions. Je vais m'en occuper. Tu as parlé aussi des outils. Quel type d'outils je peux mettre à dispo des vendeurs de ma marque ? Le CRM aujourd'hui est aussi fondamental parce qu'en gros, si tu n'as pas la connaissance globale du client, quel que soit le point de vente ou le point de contact sur lequel il a été, tu passes à côté d'une grande partie de l'information du client. Donc, aujourd'hui, évidemment, tu as des sites multimarques, donc là, on ne peut pas tout reconstituer non plus. Malgré tout, qu'aujourd'hui, certaines marques soient encore incapables de reconstituer ton parcours client, à savoir, il y a 15 jours, j'ai acheté sur ton site la crème, et 15 jours après, je vais en boutique et je ne sais pas quel type de produit tu as acheté, pour moi, c'est un vrai problème. Petit à petit... C'est un problème que ce ne soit pas le cas, c'est un problème à réaliser et exécuter aussi. En termes d'outils, de tracking, de données, de data, mais je viens sur la data après, c'est un enjeu complexe. C'est très complexe. Et compliqué, en fait. Oui, mais en tant que client, en fait, si tu veux, ça c'est un point de vue sur lequel je challenge relativement souvent mes clients, c'est que moi, je me passe du côté du client. J'ai un de mes propres clients qui m'a dit « Tu as cette obsession client qui parfois m'agace, mais tu as profondément raison. » Parce que le client, en fait, il s'en fout. Je vais le dire tel que je le pense. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Qu'il y ait eu besoin d'un dev de 8 mois pour faire parler deux systèmes qui, à la base, ne se parlaient pas du tout. Lui, ce qu'il comprend pas, c'est qu'il y a 15 jours, j'ai acheté ce produit. 15 jours après, je vais en boutique et on me dit « Madame, les CRM ne se parlent pas. » Rien à battre. En fait, moi, mon point de contact, il s'appelle la marque Z. Quel que soit le point de contact que j'ai avec la marque Z, j'ai besoin de le savoir parce que je suis habitué, nombreuses marques m'ont habitué à cette connaissance globale. Donc, oui, aujourd'hui, c'est un vrai problème. Là, j'avais fait au début de l'année un benchmark sur une quinzaine de marques premium luxe. On voit qu'à peu près 70% des marques, maintenant, ont une connaissance générale, en tout cas réconcilient au moins le e-commerce et la boutique physique, mais il y a encore 30% qui n'ont pas cette connaissance. Et si je tire encore un peu plus le fil, les relations que tu peux avoir avec ta marque non commerciale, à savoir je contacte le call center, j'envoie un DM sur Instagram parce que je veux... Bon, alors là, ça passe complètement à côté des radars et il y a encore du progrès à faire. On a parlé de ce qui t'anime, en tout cas le côté advisor-centric. Parmi les tendances et les immanquables, il y en a beaucoup à côté desquels il ne faut pas passer. Il y a un autre sujet, moi, et qui peut vous intéresser, chers auditrices, chers auditeurs, qui est le pre-owned, le seconde main, qu'on voit apparaître aussi dans les boutiques. Est-ce que tu étais au Watches and Wonders de cette année 2022 ? Bon, il y avait, c'est le salon, il y a 2 grands salons de la toquante, de l'horlogerie qui se tiennent en Suisse chaque année. C'en est un des 2, et j'ai été fasciné par le stand Panerai, qui du part faisait... alors, en termes de goût, c'est un décor sous-marin, on avait l'impression d'être chez Disneyland au fin fond d'une... Bref, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Bon. Mais en tout cas, il y avait 2 choses qui m'ont marqué. Un, l'usage de la tech dans la présentation des produits, qui était
pas gadget, qui était efficace, qui avait du sens, qui marchait, qui rendait service à l'utilisateur, donc moi de l'autre côté. Il y a un autre truc qui m'a fait halluciner, c'est le seul stand de tout. Donc Panerai, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est Richemont, hein, c'est ça. Hein. C'était la seule boutique, enfin le seul stand, le seul, comment on dit, stand, du Watches and Wonders à avoir des montres d'occasion présentés, tu vois, et achetables sur le stand. Alors ça, j'étais pas au courant par rapport à Watch and Wonders. Cependant, je cite Panerai et je vais citer la boutique. Alors, c'était pas forcément prévu dans la liste des boutiques qu'on faisait aujourd'hui, mais celle qui m'a intéressé particulièrement, et depuis ils ont développé le concept, c'est celle de Genève, qui a été le premier pilote du nouveau concept Panerai. Et j'y ai trouvé dans cette boutique différents aspects qui, pour moi, ont changé le mindset que tu vas avoir entre le client, le vendeur, le produit dans une horlogerie de luxe. Déjà, ils ont... alors, je te fais la boutique en 3 secondes. Déjà, ils ont enlevé toutes les vitrines. Donc, c'est-à-dire que tu peux toucher le produit, tu peux avoir un accès et donc te couper ce lien qui existait entre le vendeur t'apporte sur un plateau des produits d'exception et donc le vendeur domine d'une certaine façon son client. Là, on est sur un produit qui est certes un produit de luxe, évidemment. Panerai, c'est quand même des marques, des montres qui commencent à 5, 6, 8 000 euros. Donc, vraiment marque de luxe. Cependant, tu peux les prendre, tu peux les toucher, tu peux tester des bracelets, tu peux avoir une relation hyper facile avec le produit. Donc, ça coupe. Et ça, c'est pour des nouvelles générations de clients hyper pertinent. Et après, il y a énormément de choses qui m'ont plu, mais particulièrement c'est-à-dire que ça te projette la montre que tu vas acheter avec le bracelet, le fond du boîtier, enfin ta personnalisation sur un écran quasiment en 4x3. Donc là, tu es immergé, et c'est pas de la digitalisation gadget, c'est que tu vois face à toi en grand ta propre montre. Là, on est sur une nouvelle relation aussi au produit. Et il y a plein d'autres choses. Il y a plein de choses innovantes dans cette boutique Panerai. Mais en tout cas, ce mur digitalisé, petit à petit, ils ont repris. Mais restons sur l'INO, parce que c'est intéressant. Me plaît énormément. Ouais, ok. D'autres exemples d'innovation technologique, du coup, en magasin, qui ne sont pas gadgets, mais et qui servent vraiment l'utilisateur et son expérience ? Alors, oui, moi, il y a quelque chose aussi que j'aime bien, c'est tout ce qui est lié à la personnalisation, parce qu'aujourd'hui, c'est un besoin, c'est tendance, c'est tout ça. Mais sur des produits de luxe, plus tu vas avoir des outils de personnalisation qui seront en haute définition, avec des choses très, très précises, plus tu vas permettre aux clients de se projeter, parce que malheureusement, encore trop souvent, sur des produits hyper exceptionnels, on commande des choses dont le client n'est pas complètement sûr à la fin. Et là, ça, c'est un outil qui, pour moi, a une grande valeur ajoutée dans ton parcours client. Je vais découvrir la semaine prochaine un outil qui permet aussi de scanner le client en 3D, donc créer ton avatar, pour après, dans la mode, cette fois, pouvoir créer du sur-mesure sur le client, même si le client n'est pas là. Donc, j'ai hâte de découvrir cette nouvelle expérience. Mais voilà, il y a de la digitalisation qui, pour moi, est vraiment utile parce que je vais apporter une valeur ajoutée que tu ne peux pas trouver ailleurs. Et c'est pour ça qu'aussi, malgré tout, je pense qu'il faut segmenter un petit peu quelle communication on va avoir et quel contenu on va pousser sur les différents canaux. La boutique est devenue, elle a toujours été, mais elle est presque encore plus qu'ailleurs, plus qu'avant, un canal à part entière de communication pure. Que ça soit ta boutique qui te serve à communiquer sur tes réseaux ou inversement, c'est parce que ton client vient en boutique, on lui pousse du contenu. Si c'est pour retrouver la même chose qu'il a déjà vu ailleurs, ça n'a pas d'intérêt. Mais voilà, ça m'a vraiment plu. Après, il y a aussi dans la beauté notamment, par exemple, tu prends le produit, tu le poses, et ça je l'avais vu chez L'Oréal à Shanghai, où on pose le produit et là, instantanément, tu as le storytelling du produit qui apparaît face à toi sur un écran. Tu peux avoir de la personnalisation aussi avec par rapport à ton diagnostic de peau que tu auras fait juste avant, qui vont te recommander les produits et ton score, on va dire, par rapport à tel ou tel produit, par rapport à tes besoins réels. Donc voilà, ça pour moi, c'est une partie. On va même au-delà du vendeur, parce que le vendeur, il n'était pas forcément capable lui-même de faire le diagnostic de peau du client au visuel. Là, on a un outil qui va plus en profondeur dans le diagnostic et donc on aura une recommandation qui sera
plus profonde que ce que peut faire un vendeur. Même si je suis le premier à défendre évidemment le rôle du vendeur et de ne pas substituer des outils techniques, technologiques aux vendeurs dans la boutique. Les deux se complètent évidemment. C'est intéressant ce que tu dis parce que donc le vendeur c'était mon premier ambassadeur. Moi j'arrive, je te pique cette idée qu'on avait en préparant l'entretien, mais moi j'arrive avec l'envie de voir 3 produits que j'ai découverts en ligne et je m'attends à ce que lui il les connaisse sur le bout des doigts alors qu'il en a 3000 à connaître. Ce qui est intéressant là, c'est que tu dis que la digitalisation, en tout cas les outils techno, je le redis, selon moi ne doivent pas être gadgets, mais servir à la fois le vendeur, mais aussi du coup l'utilisateur final. Bien et sûr. Donc un vendeur plus fort. Et la techno vient le rendre meilleur, en fait, lui faciliter sa tâche de storyteller. J'ai horreur de cette expression du vendeur augmenté parce que ça fait un petit peu Robocop, mais malgré tout, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrive avec sa boîte à outils, mais une boîte à outils facile d'accès, facile d'utilisation et non pas... Parfois, on a le tendance à mettre trop d'outils justement pour le vendeur et finalement le vendeur il est perdu parce que aussi il y a des logiques de silos, il y a des logiques de chacun veut apporter, chaque service veut apporter un outil et le vendeur il est paumé. Mais en tout cas, si on arrive à suffisamment donner ces outils-là, oui, le vendeur va faire plus de choses et avoir une meilleure relation avec son client. Hyper intéressant. Je conseillais récemment un e-commerçant sur le sujet en off. Et il me demandait quel canot utiliser en termes de formation sur les fiches produits pour ses vendeurs. Et en fait, ça peut être assez simple aussi. C'est quelques champs custom qu'on va mettre dans son Shopify ou dans son WordPress, dans son WooCommerce ou dans son PrestaShop, accessibles uniquement aux vendeurs via connexion sur leur tablette et qui peuvent être l'argumentaire de vente et ou les questions à poser sur tel ou tel produit, quoi. Donc ça peut être fait assez simplement. On l'a aussi fait pour Dior il y a quelques années sur une app de clienteling en boutique. Là, c'était un autre sujet beaucoup plus complexe. Mais voilà, il y a sur le prisme, ça peut être fait relativement simplement aussi. Je reviens sur le pre-owned, du coup, qui était la base de ma question. C'est quelque chose qu'on voit apparaître ? C'est quelque chose qu'on voit en boutique. Alors, la gestion de la seconde main en boutique est encore un peu compliquée pour les marques de luxe en général. Mais on voit malgré tout, je trouve, en un an, les choses commencent vraiment à bouger. Je t'explique. Les marques ont une volonté, ou en tout cas sont poussées par le marché à aller sur la seconde main, qu'elles le veuillent profondément et dans leur ADN, ou qu'elles le subissent. Ça, je ne rentrerai pas dans le débat. Cependant, comment gérer ta seconde main en boutique, c'est compliqué. C'est compliqué parce que soit tu crées une boutique qui est dédiée à la seconde main, et dans ce cas-là, tu crées un réseau parallèle, un réseau parallèle au neuf. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment qu'on lancé ce réseau-là, mais ça serait une idée. Et après, si tu es en boutique, comment je fais cohabiter dans le même espace de vente des produits qui sont alors soit anciens, mais avec des anciens DA par exemple, qui ne peuvent pas cohabiter dans une même boutique, c'est un vrai problème. Dans la mode, c'est comment valoriser un produit qui qui a perdu de sa valeur, parce que autant dans l'horlogerie ou dans d'autres produits, dans d'autres secteurs, les produits prennent de la valeur avec le temps, d'autres se déprécient. Donc c'est compliqué aussi parfois d'avoir ça en boutique dans le même endroit. Et enfin, c'est quel message je veux donner, parce que la marque a pu aussi fondamentalement changer à travers le temps, et le message peut être un petit peu biaisé. Donc oui, il y a beaucoup de difficultés aujourd'hui avec ces marques. Elles ont aussi parfois des difficultés à sourcer, à bien évaluer les produits. Enfin bon, il y a toute une logique elles savent très bien faire du neuf et acheter des produits bruts. Elles ont parfois plus de mal à acheter des produits déjà existants. Donc, il y a cette partie-là. Cependant, on voit qu'il y a une volonté. Mais j'aime bien l'initiative, malgré tout, de Gucci. Alors, elle n'est pas en point de vente parce que c'est Gucci Vault qui, sur le site, met des produits de la marque qui ont été authentifiés, qui ont été parfois refaits et ainsi de suite, donc qui sont remis en vente. Mais la marque, en fait, communique vraiment différemment sur des produits neufs. Donc là, eux, ils ont pris une ligne particulière qui sont des produits vintage. Sur l'horlogerie, ce sont aussi parfois des multimarques
qui finalement prennent le virage. Et j'aimerais citer Bucherer, qui est un des plus gros distributeurs d'horlogerie de luxe en Europe, aussi un petit peu aux États-Unis, et qui a lancé de toute façon la seconde main, notamment dans sa boutique de Paris, qui augmente encore son spectre parce que justement, eux se positionnent entre des plateformes e-commerce pures, comme Chrono 24, comme ces gens-là qui sont spécialisés, mais dont le client a parfois un petit peu du mal à être vraiment sûr du produit qu'il va acheter, et des marques qui sont encore parfois hésitantes. Donc là, on arrive chez des retailers physiques qui ont pignon sur rue, et on sait que l'on va acheter un produit qui est révisé, qui est garanti. Et je trouve que c'est plutôt malin de leur part, parce qu'il y avait il y a un créneau à avoir. Et ils étaient jusqu'à présent uniquement dans la revente, et sans trahir de secret, parce que Nathalie Célia, la directrice générale de Bucherer France, l'a annoncé il y a peu de temps. Ils vont pouvoir racheter bientôt les marques des montres des clients. Hyper intéressant. Bucherer, une incroyable boutique. Si vous aimez les montres, mais pas au point de connaître cette boutique, faites-y un tour, c'est la caverne d'Ali Baba. Nathalie, si tu nous écoutes, la porte est grande ouverte pour que tu viennes nous raconter, vous, dans le luxe, veniez me raconter l'expérience Bucherer sur le panier. On parle depuis 40 minutes déjà, mais d'expérience client. On a abordé quelques points qui sont des immanquables pour se lancer ou progresser en retail, mais c'est bien l'expérience dont on parle, pas la vente. Les deux vont de pair. De toute façon, l'expérience, la vente, est encapsulée dans ton expérience. Donc, que tu achètes d'ailleurs ou pas. Parce que l'expérience, elle va exister, ta relation avec ta marque, elle va exister. Souvent, on me dit, Nicolas, quels sont les KPIs pour vérifier qu'une expérience de marque est réussie? C'est parfait, j'allais sur la data. Tu vois. Ouais, formidable. Alors, moi, j'ai pas de KPIs à te proposer direct pour mesurer. Parce que l'expérience, en fait, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose que chaque client va ressentir différemment en fonction de son histoire, de son passé, de son feeling du moment, en fonction c'est du soft, en fait, très clairement. Et il n'y a quasiment aucun KPI qui est capable de l'évaluer. Cependant, malgré tout, on peut faire, pour moi, un panier de KPIs qui te donne une tendance. À savoir, on va avoir les Net Promoter Score, on va avoir ta note Google, parce que globalement, on aura des clients satisfaits, des autres qui sont insatisfaits. On va avoir la qualité d'évaluation des vendeurs, parce que c'est aussi le cas, on a un retour d'expérience des vendeurs, ils se sentent à l'aise, ils se sentent pas à l'aise dans la boutique, donc ça peut donner un expérience. Donc il y a le taux de retour dans la boutique, il y a plein de KPIs, mais si tu veux, c'est en agrégeant tous ces KPIs-là on va te dire, oui, dans cette boutique, globalement, je pense que l'expérience est bonne et les clients s'y sentent à l'aise. Et dans cette boutique, non, au sein d'une même marque, tu peux avoir des écarts vraiment très forts. Et d'ailleurs, moi, quand je vais dans différentes boutiques de la même marque ou de la même maison, on sent un feeling différent selon la boutique. Le directeur de boutique peut avoir aussi une influence très forte sur l'état d'esprit, en bien comme en mal d'ailleurs, de la relation que ces vendeurs vont avoir avec ses clients. Donc c'est pour ça... c'est quelque chose d'hyper personnel, ton expérience que tu vas avoir en boutique. Et la même expérience dans la même marque, dans la même boutique presque, tu peux la ressentir différemment si tu es en good mood, bad mood. Voilà. Mais c'est au vendeur de savoir aussi s'adapter, l'intelligence émotionnelle du vendeur, de dire, est-ce que je suis capable de capter mon client ? Ok, j'ai compris, il veut juste quelque chose de très transactionnel, je lui apporte le produit, ou est-ce qu'il a le temps ? Et dans ce cas-là, je le fais voyager à travers la maison. Ouais. Formidable. Dernière question, puis on passe à ces quelques boutiques dont j'aimerais bien que tu nous parles. Toi, sur quelle data tu te bases pour faire une reco ? Sur quel insight ? Quel type de questions on te pose ? Et du coup, comment tu formules ta réponse ? Alors, des questions, on m'en pose différentes et elles sont parfois très variées. Alors, avant tout, et c'est ce pourquoi je travaille aussi beaucoup en ce moment, c'est l'innovation pure, ou en tout cas les insights qu'on va pouvoir prendre de façon très très diverse. Il faut avoir des antennes extrêmement ouvertes à 360 sur le monde et capter comme ça les différents signaux faibles, les agréger et en ressortir quelque chose à valeur pour les maisons.
Donc ça, il y a énormément de travail, de réflexion pour capter de l'info, mais ça peut être... ça peut être des études, ça peut être des articles, ça peut être des publications, des podcasts, enfin bon, whatever le support, du moment qu'on arrive à y capter et surtout à les agréger. Parce que dans ce grand monde du luxe, l'automobile de luxe est intéressante, l'hôtellerie de luxe est intéressante, le retail évidemment, enfin, il y a toutes ces choses-là, et mises ensemble, on arrive à en produire une intelligence. Donc ça, c'est le premier point. Après, il y a de la connaissance client aussi qui va arriver parce que les client ou client du client, enfin ton client Retailoscope ou le client final de le ton client de mon client. Okay. Ou parfois aussi on me donne des études, l'acheteur final, parce que la marque a déjà fait des études, mais elle a besoin de savoir comment optimiser ces remontées qu'elle a reçues du client et comment on peut justement implanter en magasin des nouveautés, des innovations, de tout ce genre de choses. Donc en fait, j'ai pas une source unique, au contraire, les sources, elles sont... j'en ai quasiment des milliers. Très bien. Il y a quelques boutiques qui m'ont inspiré parmi celles qu'on a évoquées en préparant cet entretien. Swatch, à Paris, sur les champs, dont tu vas nous parler. Shu Uemura, et du coup, c'était à... C'est en Chine, à Shanghai. À Shanghai. Et AP, Audemars Piguet, qui ouvre les AP House. Tout à fait. Pourquoi est-ce que qu'est-ce qui t'a inspiré dans cette nouvelle boutique Swatch à Paris ? Alors, si on commence par Swatch, ce qui m'a plu, c'est que c'est pour moi un petit coup de cœur de cette rentrée au niveau retail. Pardon, je t'interromps une seconde. Retailoscope sur Instagram, ça doit être le... Alors, à l'heure où on enregistre, c'est le 5e ou 6e post. Bref, vous le parcourez les tous, comme ça vous le trouverez. Mais je vous laisse le temps de le faire avant que tu répondes à ma question. Voilà. Donc, cette boutique Swatch, en fait, elle a recréé un univers parisien à l'intérieur d'une boutique. Donc, moi, je trouve déjà que cet environnement parisien, il a été extrêmement bien refait. Il est un tout petit peu dans le cliché, mais ma foi, on est aussi sur une clientèle qui est sur les champs, donc qui est pas parisienne. Et donc, ça plaît parce que ça fait un clin d'œil. Et c'est pas le Paris des Champs. Il y a une colonne Maurice, il y a une roue de vélo. Donc il y a quelqu'un qui s'est fait voler son vélo juste avant, donc il y a la roue qui est attachée à l'arbre. Enfin, c'est presque ce que vivent les Parisiens, quasiment un petit peu romancé malgré tout, mais au quotidien. Et il y a une vraie expérience immersive dans cette boutique, et c'est ça qui m'a plu. C'est-à-dire que Swatch aurait pu jouer la boutique d'horlogerie assez classique, même s'il y avait de l'innovation, mais en tout cas. J'ai bien aimé la prise de risque de ce côté immersif de la boutique qui change des propositions qu'on peut avoir dans d'autres points de vente d'horlogerie accessibles grand public par rapport à ça. Donc oui, je trouve ça intéressant. La partie personnalisation aussi, parce qu'évidemment, dans toute boutique qui se respecte, en tout flagship qui se respecte, on a de la perso. Donc on peut imprimer son bracelet en live au fond de la boutique, donc avec des designs aussi qui sont spécifiques à cette boutique. On connaît les grands collectionneurs de Swatch qui vont y trouver des modèles exclusifs à cette boutique, donc une autre raison de venir. Et pourquoi j'ai aimé cette boutique ? Parce que il y a une connivence un peu qui va se créer entre la ville, entre le Paris qu'on aime et la boutique. Et ils ont utilisé en fait les boîtes, alors je ne sais pas s'il y a un nom particulier, mais des bouquinistes sur les quais de Seine pour utiliser et présenter les produits. Donc voilà, il y a un petit clin d'œil à la ville qui nous reçoit. Et j'avais j'avais un commentaire qui a été publié en disant mais bon, c'est un peu cliché tout ça. Est-ce qu'un client qui vient à Paris a encore envie de voir un truc qui ressemble à Paris ? Moi, je trouve que quand on est... oui, parce que si je me projette, notamment chez Lego, 5e Avenue, New York, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont parlé de New York. Donc, Lego n'est quand même pas le plus mauvais retailer au monde. Alors, non pas que ça soit un exemple à suivre particulièrement, mais en fait, on voit que c'est une tendance. Et oui, quand on est touriste, on a envie qu'on nous parle de la ville qu'on visite. Donc si j'essaie de synthétiser le why, c'est ça ? Le why de cette boutique. Le why de cette inspiration, boutique, c'est faire vivre Paris à un... Comment Swatch s'est apprivoisé Paris ? Quel message je veux transmettre à mon client ? Et j'ai envie de vendre ma Swatch différemment, en fait, et dans tous les
toutes les villes dans lesquelles Swatch va s'implanter, ils devraient, je pense, utiliser un petit peu le même concept. C'est intéressant parce que tu te plonges pas du coup dans l'univers de la marque. Non, mais dans l'univers de la clé d'entrée ville. Okay. La marque presque disparaît parce que si tu ne sais pas que tu es chez Swatch. Tu es chez Swatch, c'est pas facile. Swatch, c'est pas facile. Tu l'oublies presque. Ok. Donc, et c'est là la puissance de la marque parce que finalement, elle en est quasiment capable à se mettre en arrière-plan, mais on sait qu'on est chez Swatch. Hyper intéressant. Swatch Paris sur les Champs-Élysées. J'ai bien aimé aussi le concept de Shu Uemura à Shanghai, du coup. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce qu'on... Oui, Shu Uemura, c'est à Hangzhou, pardon, ce n'est pas à Shanghai. Donc c'est une marque de make-up japonaise qui est détenue aujourd'hui par le groupe L'Oréal et on connaît l'appétence du client chinois masculin pour le make-up. Sauf que jusqu'à présent, en fait, le make-up en général et même là-bas en Chine est avant tout dédié aux femmes et on a souvent un retail qui est marqué d'une orientation pour un tel ou tel type de client. Et là, ils ont switché en présentant un point de vente qui était d'une couleur du produit, donc c'est-à-dire un beige qui est principalement le fond de teint qui est vendu, et on va y retrouver aussi de l'iconographie qui est liée aux hommes, aux femmes, et ce n'est pas segmentant. En Europe, il y a peu comme ça de magasins de make-up particulièrement, et pas beauté aux soins, général, mais vraiment purement make-up, qui peut s'adresser à toutes les catégories de clients, qui n'est pas segmentant. Et l'idée derrière, c'est-à-dire que utiliser nos produits, quelle que soit la peau, le type de peau qui est utilisé derrière. Donc ça, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui sera intéressant à développer en Europe, parce que le make-up masculin est quand même très très peu développé, même si on sait que les nouvelles générations aussi l'utilisent un petit peu de plus en plus. Mais c'est une piste pour moi très sérieuse à creuser quand on est marque de make-up. Intéressant. Alors là, c'est plus une tendance marché, mais ça se fait déjà beaucoup dans le parfum. Ma compagne travaille chez Francis Kurkdjian, qui est une belle marque de parfumerie qui appartient d'ailleurs maintenant à LVMH, mais on passait au corner des Galeries Lafayette, voilà, la boucle est bouclée ce week-end, et on parlait de ça, et le vendeur me disait mais monsieur, les ingrédients n'ont pas de genre, les matières premières n'ont pas de genre. Bref, ça se fait beaucoup dans le parfum, et j'ai aucun problème à ce que ma compagne me prenne les miens ou moi les siens. D'ailleurs, on n'en a plus à nous, on a nos parfums à nous. En revanche, j'avoue que appliquer sa baby cream, t'as encore un peu de mal. J'ai encore un peu de mal, donc j'entends la tendance. On va le voir arriver en Europe ? Je suis pas complètement sûr. Oui, mais en tout cas sur les nouvelles générations, oui, on le voit. On le voit aussi. La fluidité est quand même plus marquée peut-être à l'est, en Asie, que. Oui, sur des générations un peu plus âgées, c'est le cas. En Europe, c'est peut-être un réflexe de vieux con, tu me diras. Non, je veux pas dire ça. Je te permets pas déjà. Je veux surtout dire qu'aujourd'hui, en fait, tu remarqueras dans la rue, on commence à voir des hommes qui portent du vernis à ongles. Ça commence par là, et d'autres vont arriver. Donc oui, je suis quasiment sûr qu'en tout cas, une partie de la clientèle va pouvoir accéder à ce genre de produit. Et d'ailleurs, par exemple, Chanel a sa ligne Boy sur du make-up masculin qui avant tout été pensé pour l'Asie, mais qui est vendu dans les boutiques Chanel Parfum Beauté. Donc la fluidité, la gender fluidité aussi en point de vente, et c'est pour ça que tu me proposais cet exemple de Shu Uemura. On a des exemples en Europe, en France ? Sur du make-up pur, j'en ai pas. Après, on peut aller chez Sephora. Tout le monde peut aller chez Sephora ou chez n'importe quel distributeur de make-up, rentrer et de dire je veux tel ou tel produit. Sauf que je reviendrai sur la question, et ce serait intéressant de le creuser en magasin. Quelle serait la relation de quelqu'un qui a l'habitude de vendre du make-up à des femmes en disant tiens, je veux un blush, je veux quel que soit le produit pour un homme. J'aimerais savoir la réponse. J'y pense là, alors j'ai pas du tout préparé, mais je pense à la boutique Oh My Cream. J'imagine qu'elles ont toutes la même charte, mais je pense à celle qui est rue Montorgueil, je vais pas dire de bêtises dans ce coin. Elle est blanche, complètement blanche. Il y a aucune. Pour moi, c'est de la beauté, c'est pas du make-up. En fait, t'as un écart entre. Je fais vraiment la différence, et aujourd'hui, les hommes utilisent de la beauté
cosmétiques, soins, on va dire skincare avant tout. La BB Cream. La BB Cream. BB Cream, t'es quand même un peu tintant, donc t'es un peu entre les deux. Mais en tout cas, l'aspect skincare, oui, aujourd'hui est développé et un grand nombre d'hommes qui l'utilisent. En revanche, l'aspect maquillage pur, make-up, rouge à lèvres, fard, enfin tout ce genre de choses, est encore très très peu utilisé. Compris. Dernier exemple qui m'inspirait parce que j'y ai été confronté avec certains de mes clients et d'autres qui ne sont pas mes clients mais que j'aimerais bien signer un jour. Horlogerie haut de gamme et la maison Audemars Piguet, la Audemars Piguet House. Horlogerie de luxe. Ouais, de luxe. On est plus que sur du haut de gamme. On est vraiment sur du luxe. Ouais. Audemars Piguet, en fait, a repensé son modèle de distribution retail. C'est-à-dire qu'ils étaient confrontés à un problème, c'est-à-dire qu'en tout cas, une volonté de leur part, mais qui est une réalité marché, c'est-à-dire qu'ils n'ont vraiment pas assez de produits par rapport à la demande. Donc, comment avoir des boutiques qui sont intéressantes quand on a quasiment pas ou peu de produits à mettre en avant? Ils se sont dit que les créateurs de la marque, donc Monsieur Audemars et Monsieur Piguet, recevaient chez eux les premiers clients de la maison. Et donc, ils ont voulu recréer cet univers-là en créant donc ces AP House. Et le dernier exemple a été ouvert à Munich, où ils ont créé une maison avec un salon, avec une partie dînatoire, avec un salon de musique, enfin bon, tout ce genre de choses. Et on va recevoir le client chez soi, il va y passer un bon moment. Et la logique est de dire, puisque potentiellement tu auras un produit dans 3 ans, je vais garder au maximum ma relation physique avec toi pour t'immerger dans la maison, pour te faire sentir la façon dont on crée les produits, la relation intra-client, enfin bon, tout ce genre de choses qu'on peut avoir dans un point de vente physique qui ne vend pas, ou en tout cas qui vend très peu. Parce que dans cet exemple de Munich, il y a quand même malgré tout un salon qui est dédié à la vente avec d'un horloger. On a aussi la présence d'un horloger en permanence qui permet de ramener des produits existants pour les remettre en état ou autre. Donc c'est ça, c'est-à-dire que comment je tiens sur la durée mon client et cette relation qu'on va avoir avec lui. Ça. Et d'un autre côté aussi, développer la communauté de clients parce que tu vas avoir les clients entre eux qui se regroupent, qui échangent. Donc, on va créer ces interactions et cette relation avec la maison entre les différents clients et la maison. Donc, voilà, c'est une nouvelle logique. Il y en a à Hong Kong, il y en a à Londres, il y en a à Madrid, il y en a à New York. Il y en a à Shanghai et je discutais avec quelqu'un de la maison qui me disait souvent sur la boutique de Genève, qui est sur une des places fameuses de Genève, les clients le samedi matin aiment bien passer la porte de la maison et prendre un café. Un café à AP House. Ils viennent. Alors, Genève, ils n'ont pas de AP House, ils ont une boutique vraiment historique. Cependant, il y a cette notion d'hospitalité qui revient et c'est un petit peu ça qui a donné l'idée à créer la suite. Waouh, tellement de choses à dire. Alors, nous, on travaille avec Moser, qui est un bel horloger très haut de gamme aussi. Et ils ont aussi un espace comme ça qui ressemble plus à un salon qu'autre chose. Alors, c'est à Zurich. Juste un point de détail qui est intéressant de comprendre pour vous, chers auditrices, chers auditeurs, si vous ne connaissez pas le milieu. Il y a le principe de rareté dans l'horlogerie et dans le luxe de manière générale, très luxe. Et c'est le cas dans l'horlogerie où il y a parfois des listes d'attente de 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir des montres. Rolex a même fermé ses listes d'attente. Je crois que ça a été annoncé cet été. Donc on ne peut plus s'inscrire pour avoir une Rolex. Du coup, je ne sais pas comment on peut avoir une Rolex. Il faut connaître la chance. La chance. Enfin voilà. Donc ce principe de rareté pose une question qui est hyper intéressante dans le luxe. Comment je fais à quoi me sert une boutique si je n'ai pas de produit à montrer et si si j'ai pas de montre à vendre. Et donc c'est ce qu'aborde Audemars Piguet. C'est une façon en fait d'entretenir ta relation, de dire à ton client, en fait la marque, la maison Audemars Piguet n'est pas qu'un fabricant de montres, c'est un univers. Et donc je t'invite à découvrir mon univers parce qu'un porteur au poignet d'une Audemars n'est pas tout à fait le même qu'un porteur d'une autre maison. Et donc, plus tu es immergé dans la maison, plus tu vas ressentir, plus tu vas avoir de la fierté aussi d'avoir l'appartenance à cette maison, que tu as un produit tout de suite ou que tu as un produit dans 2 ans. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça, je trouve qu'ils ont. Et c'est une façon dont on transmet aussi l'héritage des fondateurs de la maison à un client en 2022.
Je comprends la pub, mais j'ai jamais apprécié. C'est Audemars Piguet qui avait une pub qui disait on ne possède jamais une Audemars Piguet, on ne fait que la garder pour la transmettre à la prochaine génération. Je crois que c'est ça. Oui, c'est un peu le credo de l'horlogerie aussi, et c'est pour ça parfois aussi que la seconde main pose question, parce qu'on remet en question l'historique de l'horloge où on transmet. Qui peut rentrer dans l'IP House ? Des clients. Audemars ou des potentiels clients, ou en tout cas on est sur des espaces qui ne sont pas ouverts toute boutique est théoriquement ouverte au grand public. Là on est sur des appartements, donc on n'est pas en fait sur des pignons sur rue, comme une boutique un peu plus classique. Club Med avait eu une initiative aussi. Il y a une boutique Club Med qui ressemble à un appartement pour se sentir dans un cadre un peu différent d'une agence de voyage traditionnelle. Club Med avait fait pour moi un essai justement, et certains insights en avaient été retirés, et effectivement les nouvelles boutiques Club Med sont plus appartements que côté de boutique, mais en tout cas c'est côté appartement. Cézanne l'avait joué sur l'appartement Cézanne, qui malgré tout est une boutique. Là on est vraiment dans un appartement pur, j'ai envie de dire, on n'est pas sur un point de vente qui ressemble un petit peu à un appartement. Je reviens sur qui peut rentrer dans la IP House, donc les clients. Les NFT dans le luxe sont apparus. Tu vas voir la transition formidable que je vais faire avec la dernière partie qui est l'avenir de la boutique. Certaines marques de luxe ont utilisé le NFT comme un token, à la fois pour prouver la possession d'un bien, mais aussi donner accès à certains avantages que les non-possesseurs n'ont pas. Et ce qui m'amène du coup tranquillement à cette transition, et sur laquelle on va atterrir, qui est qu'est-ce qu'on va voir demain en expérience client, et surtout comment intégrer, alors on dit Web3, mais j'ai aussi envie de dire juste les mondes virtuels, le métaverse dans l'expérience client que je vais vivre. Alors demain, moi, je suis persuadé, et je prêche pour ma paroisse, que la boutique physique restera de toute façon. On va peut-être rationaliser certains réseaux, on va peut-être avoir des choses comme ça, ou des boutiques plus petites aussi, mais en tout cas le magasin physique perdurera. Et de toute façon, je trouve que ce Covid nous a montré malgré tout l'importance du réseau physique, parce que certes on l'a fermé, on a eu une capacité très rapide, et tu parlais tout à l'heure pour Kingfisher, à basculer sur un e-commerce ou quasiment full e-commerce. Sauf que on le voit aujourd'hui avec le recul. Maintenant, les boutiques ont rouvert. Bon, alors je vais pas te dire qu'on a 100% du trafic, mais quasiment. On a peut-être 90% du trafic qui est revenu. Les gens ont envie de retourner en magasin. Donc de toute façon, dès que l'offre est là, elle est attirante. Donc ça, c'est juste le petit point. Par rapport à ce qui peut potentiellement arriver, c'est toujours plus d'omnicanalité. Ça, il faut malgré tout y penser. Peut-être de magasins plus expérientiels. Alors bon, on le dit, et on a une vision aussi, je trouve parfois très parisienne de la chose, parce qu'on est habitué. On enregistre à Paris, et oui, on voit des très belles boutiques, sauf que les réseaux, ce sont parfois 50, 100, 150 boutiques. Tu ne peux pas faire 150 boutiques expérientielles comme tu en as une ou deux dans ton pays. Tu as ton concept store et puis ton retail traditionnel. Voilà, qui est là avant tout pour vendre et distribuer. Sauf qu'il y a une logique de pop-up expérientielle aussi qui, là, coûte moins cher et qui est capable d'animer dans telle ou telle région des clients. On le voit, Cézanne le fait relativement bien. Ils ont testé comme ça en point de vente. Et petit à petit aussi, ils ont ouvert sur des villes de province. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour répondre à tes questions, Web3, métavers, en tout cas, ça va devenir pour moi un nouveau canal finalement de distribution. Donc là, on voit les premières initiatives qui sont lancées dans le luxe. Pour l'instant, c'est très marketing, parce qu'on ne peut pas encore acheter tel qu'on peut l'acheter sur un site e-commerce des produits. En tout cas, on ne peut pas acheter des produits physiques, parce que Gucci, quand on est sur leur plateforme Roblox, permet d'acheter des produits Gucci, mais qui sont uniquement digitaux, donc que ton avatar peut porter dans un monde virtuel. Donc, on n'est pas encore sur j'achète un sac réel sur du Web3. Cependant, on voit, et c'est ça qui vraiment m'intéresse, cette envie de traduire des concepts physiques sur du digital qu'on n'avait pas sur le e-commerce classique. L'e-commerce, c'est quand même une suite de produits sur un fond blanc, et c'est des packshots en fait. Là, on a une logique
de points de vente où on va avoir du merch, on va avoir 3 murs qui signifient quelque chose de façon un peu différente que la marque assez classique. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse. Et tu es interrogé sur le sujet ? Oui. On t'a déjà demandé de décorer une boutique dans Decentraland ou dans la Sandbox ? On m'a pas demandé de créer des boutiques pour l'instant. J'ai un peu résumé ton activité, pardon, je suis désolé. Non, mais on m'a demandé en tout cas de m'y intéresser et de regarder ce qui s'y faisait et comment certaines maisons potentiellement peuvent y aller. Oui, ça c'est sûr. Parce que ça fait l'avenir. Et aujourd'hui, c'est une porte d'entrée sur des jeunes générations. Tu vois, sur Roblox, globalement, tu as 60% des clients qui ont des utilisateurs de Roblox qui ont moins de 16 ans. Donc, ce sont des clients extrêmement jeunes sur lesquels tu ne peux pas forcément vendre en direct des produits de luxe parce qu'ils n'ont pas encore, évidemment, les moyens de se les acheter eux-mêmes. Mais c'est une prise de parole auprès de ces jeunes générations qui leur parlent dans leur quotidien. Et ça, c'est vachement intéressant. Parce que toucher aujourd'hui quelqu'un qui a moins de 15 ans quand on s'appelle Givenchy, eh ben c'est vrai que la porte de Roblox est une pas si mauvaise porte que ça. Je l'ai déjà dit, je pense, mais il faut un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures max pour se créer un compte si vous ne l'avez pas encore fait sur Decentraland, la Sandbox ou Roblox. Et aller voir à quoi ça ressemble, et je pense que c'est bien de se projeter, qu'on soit épaté ou totalement déçu, au moins ça permet de s'ouvrir les chakras sur ce qui pourra arriver un jour, d'aller se balader dans une boutique Nike ou un revendeur de sneakers en ligne dans un métaverse où on y croise un vendeur qui est pixelisé un peu, mais voilà. Oui, c'est une expérience qui est différente et malgré tout qui plaît à des plus jeunes générations, parce que en fait on n'aurait pas autant de joueurs sur ces plateformes-là si on n'avait pas des gens qui étaient intéressés. Donc je dis pas que le client a toujours raison, c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, d'aller, de s'intéresser et de surtout ne pas s'interdire d'aller là où se trouve son client. Certaines maisons s'interdisent parce qu'elles l'ont décidé et c'est une prise de parole tout à fait respectable. Mais en tout cas, ils passent à côté d'un certain nombre de business qu'ils pourraient potentiellement faire. Voilà. D'autres y vont et se posent beaucoup de questions et grand bien leur face, parce que de toute façon, plus tu es ouvert relativement vite et plus tu as une prime aux primos arrivants par rapport à cette expérience et cette capacité à connaître ton futur. Passionnant. On a fait un grand tour de l'existant, de l'inspiration et un petit tour. On a ouvert des pistes sur le futur. C'était passionnant. Nicolas, merci infiniment pour ton temps. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ? Alors que de clients, évidemment, mais autre chose, tu recrutes, tu t'implantes, tu as un message à faire passer, le micro est à toi. Merci pour cette tribune libre. Non, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'on peut faire sur Retailoscope, sur à la fois LinkedIn et à la fois Instagram. Normalement, tous les 2 jours à peu près, on poste une nouvelle boutique que j'ai sourcée partout dans le monde. Donc, ça peut vous donner aussi une bonne idée. Après, je terminerai juste parce que souvent, on me dit oui, mais en gros, ce sont les grandes marques qui sont capables de le faire. Parce qu'elles ont du pognon et qu'elles sont capables de faire des invests. Oui et non. Et je dirais juste pourquoi non, parce qu'on peut avoir des très bonnes idées qui vous différencient de la concurrence avec pas forcément des gros investissements. Avoir un client heureux, ça coûte pas forcément très cher. Du moment qu'on le considère et qu'on répond à ces questions, voilà, je trouve tout à l'heure on parlait des KPIs. C'est une bonne façon de bien traiter son client pour pas cher. Et c'est comme ça qu'on va créer, on va nouer cette relation, que l'on soit dans le luxe ou pas d'ailleurs. On peut, tu l'as dit, ou on l'a dit tout à l'heure, mais bricoler, je dis ça avec des guillemets, mais des outils assez simples qui permettent de rendre mes vendeurs encore meilleurs. Tu as parlé de symétrie des attentions, c'est pas compliqué, c'est de l'humain et de la com, c'est pas cher. Et alors certes, c'était des pop-up, mais on peut faire des concepts géniaux assez facilement, même pour des petites marques. Je pense à, des petites, elle est déjà formidablement grande, mais je pense à Chanty Biscuit qui a fait je ne vais pas dire de bêtises, mais d'ailleurs là, début septembre, elle ouvre un pop-up à Paris original. Elle l'a fait dans le sud à Aix, sur des concepts qui font vivre des expériences uniques, originales et marquantes. Et je pense que c'est ça, il faut avoir un impact durable. J'avais trouvé un petit exemple pour terminer au Brésil, histoire de voyager, où une marque qui n'avait pas beaucoup d'argent avait transformé une maison assez banale avec pas mal de couleurs. Et en fait, on le voit
un peu des bonnes idées, de la couleur flash et des vendeurs qui sont avenants, et ben tu crées une expérience que ton client n'oubliera pas tout de suite et que tu crées un truc différenciant. Donc voilà, allez le voir, c'est intéressant. Nicolas, merci infiniment pour ton temps. Retrouvez Nicolas sur LinkedIn, Nicolas Rebet, R-E-B-E-T, retailoscope.fr pour aller plus loin. Et merci pour ton invitation. Et merci à toi pour d'être venu et de nous avoir partagé tous ces insights, chères auditrices, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous, quelle que soit la plateforme. Laissez une super note si vous n'avez pas encore fait. Un 5 étoiles, évidemment. Si c'est autre chose, ne laissez rien. Et abonnez-vous à la newsletter sur lepanier.io. Et à très bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.